Bonjour à tous, bienvenue à vous. Vous êtes très nombreux à vous être connectés à notre événement webinaire sur les clés pour un programme de désherbage betterave robuste. Nous avons quelques minutes de retard, pardonnez-nous. Nous attendons un de nos intervenants, mais qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Alors, le désherbage des parcelles de betterave reste un levier incontournable pour sécuriser le rendement. La betterave est une culture particulièrement sensible à la concurrence, des adventices, surtout dans les premiers stades. Mais aujourd'hui, le désherbage ne se raisonne plus comme hier. Vous le savez mieux que quiconque. Il ne s'agit plus seulement de protéger la culture en place, mais aussi de penser le désherbage sur le temps long, à l'échelle de l'année, bien sûr, mais aussi à l'échelle de la rotation, notamment pour gérer les résistances qui s'installent en céréales. Dans le même temps, la flore évolue, des résistances apparaissent et un nombre de solutions disponibles toujours plus réduit, notamment depuis la disparition du triflusulfuron-méthyle et du S-métolachlore. Je vais y arriver. La campagne 2026 s'annonce donc comme un défi technique avec des stratégies qui reposent désormais sur moins de matière active, des mélanges plus complexes, une multiplication des passages en poste levé et sur la mobilisation de leviers agronomiques complémentaires. C'est dans ce contexte que nous vous proposons donc aujourd'hui un focus sur les clés d'un programme de désherbage betterave robuste, efficace et durable. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir un plateau d'experts, Cédric Royer de l'ITB, Alexis de l'ARTB et Sylvie Yados d'Adama, experte betterave. Bonjour à tous les trois. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot à propos des questions que vous pourrez poser, vous en aurez sans doute. Vous voyez en bas de votre écran, il y a un petit onglet questions à gauche de l'onglet chat. Donc n'hésitez pas dès à présent, au fil plutôt de la présentation, de poser vos questions, d'y déposer vos questions. Nous y répondrons, nos experts y répondront à la fin de l'exposé. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est à Sylvie que je vais passer le micro pour nous parler adventice. Sylvie, est-ce qu'on peut encore parler de flore classique en betterave? Oui, bonjour à tous, bonjour Marianne. Donc effectivement, il y a encore une flore dicote classique en betterave. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur la diapositive. En fait, voilà, sur cette slide-là, vous avez l'évolution de la flore adventice en betterave. Cette flore adventice, on la mesure tous les 2 ans à travers une enquête qu'on mène auprès d'un groupe représentatif de planteurs et nous les interrogeons avec notre partenaire Adéquation sur la présence de mauvaises herbes dans leurs betteraves. Donc là, ce qu'on mesure, c'est la présence des mauvaises herbes et depuis 2012, on constate que les dicotes les plus présentes sont toujours le kénopode, la renouée liseron, la mercuriale, les matricaires et aussi les renouées des oiseaux parmi les principales. Ces mauvaises herbes, elles sont relativement stables en termes de présence et évoluent peu. Donc, on peut parler effectivement de flore dicote classique. Par contre, on peut aussi s'apercevoir que la problématique graminée est en constante évolution depuis plus de 10 ans maintenant, avec notamment le vulpin et le régras qui sont présents dans près de 20% des cas. Et cette évolution, elle est liée à la gestion des graminées dans la rotation. Tu le disais, Marianne, en introduction. Et cette gestion des graminées dans la rotation, elle est de plus en plus difficile en céréales, en colza, en maïs. Donc ça devient une vraie problématique à cause à la fois de la résistance qui se développe, des molécules qui se raréfient. C'est vrai en betterave, mais c'est vrai aussi dans les autres cultures. Et la betterave, même si c'est une culture de printemps et jusqu'à présent elle était assez préservée, et malgré tout, elle n'échappe plus à la règle d'avoir aussi cette problématique graminée qui est en forte augmentation. Alors, au-delà de la... Pardon. Au-delà de la Oui, présence des effectivement. mauvaises Donc herbes, là,
On pose aussi également la question aux planteurs sur la difficulté qu'ils ont à détruire les mauvaises herbes dans leurs parcelles. Donc là, c'est la slide d'après. Là encore, on se rend compte que le kénopode est la mauvaise herbe la plus difficile à gérer, la plus difficile à contrôler, notamment du fait de toutes ces levées échelonnées. C'est vrai que ça lève assez régulièrement dans la betterave, et donc plusieurs passages sont nécessaires pour contrôler ce kénopode. La renouée liseron arrive en deuxième position, des dicotes les plus difficiles à contrôler. C'est vrai que cette renouée liseron, c'est une dicote qui, quand elle est mal désherbée, elle a tendance à beaucoup s'étendre et un seul pied peut vite coloniser 1 voire 2 mètres carrés, donc ça s'étend relativement fort. Et le reste de dicote est relativement facile à contrôler, donc je dirais qu'il n'y a pas de problème majeur sur le contrôle des autres mauvaises herbes. En revanche, là encore, le contrôle des graminées, lui, est jugé de plus en plus difficile, et c'est encore une fois en constante augmentation. Et au niveau de la nuisibilité, du coup? Alors, effectivement, sur cette nuisibilité, en fait, il y a 2 notions derrière la nuisibilité. Il y a la nuisibilité directe, c'est-à-dire l'impact qu'a l'adventice quand elle rentre en compétition ou en concurrence directe avec la betterave au moment de sa levée. La betterave est une culture qui est effectivement très sensible à la concurrence au moment de sa levée. Et ici, sur la gauche, vous avez les mauvaises herbes les plus nuisibles, de manière directe sur la betterave, donc la morelle, le kénopode, les renouées et le vulpin. Par exemple, on considère qu'à partir de 2 vulpins au mètre carré, on a un impact direct sur le rendement de la betterave. Et au-delà de la nuisibilité directe, il y a aussi la notion de nuisibilité indirecte, et ça regroupe l'ensemble des effets indésirables des mauvaises herbes dans les cultures au-delà de l'impact de rendement. Par exemple, ici, vous avez la notion du nombre de graines produites par une mauvaise herbe et leur longévité potentielle. À titre d'exemple, le kénopode, il produit 3000 graines par plante, avec potentiellement des graines qui peuvent être viables jusqu'à 1700 ans. Alors maintenant que nous avons fait le point sur la flore, et avant de parler produits, si nous rappelions quelques fondamentaux, des points de repère qui permettent d'optimiser la lutte dans les betteraves, un petit rappel sur les molécules disponibles, les typologies de substances actives et sur le décryptage des codes HRAC. Mhm. Alors, tout d'abord, voici un petit focus sur les molécules herbicides disponibles en betterave. Et on peut dire qu'en betterave, on est plutôt bien loti par rapport aux autres cultures. Donc, si je suis exhaustive, on a 12 substances actives qui sont homologuées et utilisables en betterave. Alors, c'est vrai qu'on a perdu quelques substances clés. On a cité le triflusulfuron, le S-métolachlore, mais bien avant ça, on avait perdu le desmédifam, la chloridazone. Et je ne remonte pas trop en arrière parce que sinon on va faire de l'archéologie. Donc les 4 molécules les plus utilisées en betterave sont le phenbénifam, l'étofumésate et la métamitrone et le lénacil. Donc c'est le fameux BTGV. Et vous voyez à droite la répartition des hectares déployés par substance active en 2025. Donc, au-delà du BTGV qu'on peut considérer comme les molécules clés, les molécules piliers du désherbage, on a des molécules complémentaires qu'on peut associer quand on a certaines problématiques dicotes ou graminées, notamment le quinmérac, la clomazone, le DMTAP, le clopyralide, les 2 dymes que sont clétodyme et cycloxydyme, et sur des betteraves smart, le foram sulfuron et la thiancarbazone méthyle. Donc, au-delà des molécules qui sont disponibles, on a aussi des caractéristiques particulières pour les herbicides qu'on classe en grandes familles. Ici, on a un petit focus sur le mode de pénétration des herbicides. Donc, le premier critère ici, c'est le mode de pénétration. Il y en a 2, soit les herbicides sont foliaires, soit ils sont racinaires. Un herbicide foliaire, ça veut dire qu'il est absorbé principalement par la partie foliaire de la mauvaise herbe, et un herbicide racinaire, à l'inverse, sera principalement absorbé par les organes souterrains des adventices. En betterave, les molécules foliaires sont principalement le phenbédifam, l'étofumésate, le clopi et les dymes. Les molécules principalement racinaires sont la métamitrone, le quinmérac, le lénacine, la clomazone et le DMTAP. Et métamitrone et quinmérac ont cette particularité d'être à la fois foliaires et racinaires, mais principalement racinaires.
Et au-delà du mode de pénétration, on caractérise aussi les herbicides en fonction de leur mode de diffusion. Ça, c'est la slide d'après, leur mode de migration. Et là, on considère deux catégories. Pardon, les herbicides de contact, c'est-à-dire que l'herbicide il agit là où il est déposé, et les herbicides systémiques qui, eux, ont la particularité de pouvoir migrer dans la plante et donc de pouvoir être plus ou moins mobiles dans la mauvaise herbe. Donc, les principales molécules de contact sont le fanmédifam, l'étofumésate, un peu la méta et la clomazone, donc le BTC. Et les molécules systémiques sont plutôt la méthamitron, le quinirac, le lénacil, le DMTAP, le clopi, ainsi que les DIM. Et encore une fois, la méta est un peu dans les deux catégories, même si elle est essentiellement systémique. Donc, au-delà des caractéristiques, on va dire, physico-chimiques, biologiques des herbicides, on classe aussi les molécules en fonction de leur code HRAC. Et cette classification HRAC, c'est une répartition des substances actives herbicides qui est établie selon leur mode d'action sur la mauvaise herbe. Et ça, c'est établi par un comité d'experts scientifiques qui font partie de ce fameux HRAC. Alors en anglais, c'est le Herbicide Resistance Action Committee, qui classe et qui donne à chaque famille chimique un chiffre, un nombre. Et donc là, en betterave, nous avons également à disposition un sacré nombre de codes HRAC différents, j'en dénombre 8. Les plus utilisés, ce sont ceux qui sont en orange ici. Donc il y a le groupe 5 dans lequel on retrouve le fanmédifam. Donc chez nous, le fanmédifam solo, ça peut être du kiosque ou ça peut être en association avec les taux du belvédère duo. En orange, on a toujours la méthamitron, donc le Tornado, Goldtix Flow, ou quand c'est associé Goldtix Duo et Goldtix Silver. Il y a aussi le Nénacil, qui est un des représentants du groupe HRAC 5. Le deuxième groupe le plus utilisé en betterave, c'est l'étofumésate, qui est un groupe HRAC 15 qu'on retrouve chez nous à travers le belvédère Duo ou le Goldtix Duo, ou l'étosate SC, qui est un nouveau produit chez nous cette année. Et puis, dans les molécules complémentaires, on a aussi le code HRAC 4. Donc ça regroupe le quinmérac, mais aussi le clopyraline. Quinmérac qu'on peut retrouver dans le produit qui s'appelle Goldtix Silver. Et on est en train de développer un projet ADM 01851 qui sera prêt pour les utilisations 2028, un projet à base de clopyralide. Donc ça permettra aussi d'avoir d'autres associations et d'autres produits possibles. Et puis enfin, pour être tout à fait exhaustif, on retrouve la clomazone, groupe HRAC 13, les DIM, groupe HRAC 1, et les sulfos, groupe HRAC 2, qui sont un peu moins utilisés que les autres substances actives. Et l'enjeu du désherbage, c'est ça, en fait, c'est d'associer, alterner les modes d'action pour pérenniser les molécules et conserver le plus longtemps possible cette diversité betteravière, comme je l'appelle. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet. On fait pas mal de guides pratiques que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous pouvez également retrouver pas mal d'informations et paroles d'experts sur notre blog qui est 100% dédié à la betterave. Et aussi tous nos résultats d'essai que je ne mettrai pas aujourd'hui, mais qui sont aussi disponibles sur notre site Hello. Merci beaucoup Sylvie. Donc après ce tour d'horizon des adventices, des solutions disponibles, place à la stratégie. Je me tourne vers Cédric. Cédric, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les bonnes pratiques, les leviers de prophylaxie à mettre en œuvre pour le désherbage betterave ? Oui, bonjour à tous. Donc, pour compléter l'intervention de Sylvie, je vais commencer par une enquête réalisée chaque année à l'ITB. Donc, en complément de l'enquête qui a été présentée au début du diaporama, nous c'est une enquête qui est réalisée en fin d'été et en bord de champ, donc on ne voit pas forcément les adventices rampantes. C'est pour ça qu'on ne va pas voir la renouée livron là, qui pose malgré tout des problématiques comme les renouées en betterave. On va retrouver majoritairement des kénopodes qui sont majoritaires chaque année dans environ une parcelle sur deux qui représente un désherbage non satisfaisant. Et ensuite, on va retrouver des chardons, des graminées dont on a déjà parlé tout à l'heure et qui, avec des résistances de plus en plus courantes, représentent dans certaines parcelles une vraie problématique. Et puis ensuite, des ombellifères et des mercuriales suivant les parcelles.
Donc, pour continuer le raisonnement du désherbage contre les dicotylédones, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance historique de la parcelle, notamment pour prendre la décision ou non d'un traitement de préémergence. Ça sera le cas en cas de forte infestation d'Amimagus. Et puis ensuite, en post-émergence, l'observation régulière des parcelles va permettre de connaître la flore dans la parcelle pour déterminer quels produits et quelles doses sont nécessaires. Donc, j'ai remis le pense-betterave de l'ITB que vous retrouvez sur le site internet afin de voir quelle matière active est efficace sur quelle adventice. Et bien sûr, il faudra adapter les doses en fonction des stades des adventices qui sont conseillés au stade cotylédon, point vert à cotylédon, et puis en fonction des conditions climatiques. Une bonne qualité de pulvérisation, notamment on met l'accent sur les buses. On privilégiera les buses à fente que les buses à injection d'air qui vont limiter la dérive, mais qui vont provoquer des grosses gouttes et ne pas toucher la cible des adventices qui sont au stade parfois point vert et cotylédon. Si on utilise malgré tout ces buses d'injection d'air, il faudra monter le volume d'eau entre 160 et 200 litres d'eau. Ensuite, la cadence des traitements, donc c'est un élément important pour toujours intervenir sur des adventices qui sont au stade cotylédon. Donc, le premier traitement qui est possible, on l'a vu tout à l'heure, c'est uniquement en cas de forte infestation d'Amimagus contre les dicotes. Et puis, le premier traitement de post-émergence, 2 à 3 semaines après le semis, mais c'est bien la levée des adventices qui va conditionner les traitements. Un deuxième cadencé 7 à 8 jours après. Et puis ensuite, un troisième, voire un quatrième traitement va être conditionné à la levée des adventices et puis à l'efficacité des premiers passages. Donc, c'est bien la levée des adventices qui va conditionner les différents passages de post-émergence. Cédric, que faire spécifiquement contre les graminées? Voilà, on va le voir ensuite. Tout d'abord, la lutte agronomique, puisqu'on a vu que dans les modes d'action, on est de plus en plus limité en betterave. Donc, c'est nécessaire de diversifier les cultures dont la rotation, notamment alterner les cultures d'automne et les cultures de printemps. Et puis, en ayant d'autres cultures, on va pouvoir aller chercher d'autres modes d'action qui, dans la rotation, vont permettre de limiter la pression des graminées. Donc, surtout quand on parle de graminées, on parle surtout des graminées problématiques qui sont le vulpin et le raiggras. Le labour, j'ai un graphique juste après pour montrer l'apport du labour lors d'une pression montante ou un échec majeur. Et puis, en interculture, les déchômages, les faux semis vont permettre de diminuer le stock semencier. C'est bien ce qu'on cherche à travers la lutte agronomique, de diminuer les levées dans la culture de raiggras et de vulpin notamment. Sur la slide suivante, un essai qui a été effectué en 2024 sur raiggras en Normandie, une parcelle qui a été 5 ans de non-labour et on l'a labouré pour mettre les betteraves du coup en 2024. Dans la zone non labourée, on était à 60 raiggras par mètre carré et dans la zone labourée, on a fortement diminué la pression en ayant environ 5 raiggras par mètre carré. C'est possible car les graminées ont un taux annuel de décroissance assez élevé. Et une fois qu'on va les mettre en profondeur, ils vont perdre leur viabilité au cours du temps. Donc, c'est un levier qui n'est pas utilisable forcément tous les ans, puisqu'on va conseiller un labour tous les 3, 4, 5 ans. Mais c'est un point important dans les parcelles où c'est possible, avec une pression malgré tout importante de raiggras ou de vulpin. Ensuite, l'autre possibilité pour limiter les levées dans la culture, ça va être les traitements de préémergence, donc en post-semis prélevé. On avait historiquement le S-métolachlore, qui a été interdit fin 2024, donc plus possible de l'utiliser dès 2025. Et puis le produit Avadex 480 à base de trialate, qu'on a pu utiliser l'année dernière, mais qui ne sera plus réglementairement utilisable en 2026. Donc 2026 sera vraiment la première année sans Avadex et sans S-métolachlore. Sur les raiggras, on n'a plus de produits homologués et efficaces en préémergence. Par contre, sur vulpin, on a le produit Goltix Duo à base de méthamitron et d'étofumésate
qui va permettre de diminuer les levées de vulpin dans la culture lorsqu'il est utilisé en post-semis prélevé. Deux essais ITB, le montrent sur la slide suivante, où en 2023 et 2024, 2 essais dans le département de l'Aisne. Sur la gauche, vous voyez une notation autour de 6 sur 10, donc on est juste en dessous de la limite de satisfaction, avec une préémergence de Gold-Tick Duo, puis une post-émergence. Et sur la droite, en rose, il y a les modalités ont eu seulement la post-émergence, et on voit qu'il y a un écart significatif en faveur de la modalité avec le Gold-Tick Duo en pré-émergence sur la notation d'efficacité sur vulpin. Donc, c'est un apport et ça permet de limiter les levées de vulpin. Ensuite, la slide d'après représente les quelques slides. Ensuite, le traitement de post-émergence. Quelle molécule choisir? Donc, on est bien sur des molécules DIM. En vert, vous avez la notation sur Regra, la clétodime en vert et en bleu, la cycloxidime. Donc, on a voulu comparer les deux matières actives. Même si on est légèrement en dessous de la note de 7 sur 10, qui est la limite de satisfaction, la clétodime à pleine dose s'en approche pratiquement à 6 sur 10. Par contre, la cycloxidime à droite, on est inférieur à 2 sur 10. Donc, il faut absolument privilégier les produits à base de clétodime. Pour être complet, ces modalités ont été complétées par 2 litres d'actirobe B et 1 litre d'actimum du sulfate d'ammonium dans cet essai en Normandie en 2025. Maintenant, sur la slide suivante, comment améliorer l'efficacité? Donc, on retrouve sur le diagramme central nos 300 grammes de clétodime en vert. On est légèrement mieux que la slide suivante puisqu'on a mis un autre mode d'action avec l'ISAR à 0,6 litres par hectare. Donc, on est tout proche des 7 sur 10. Et puis, sur la gauche, pour passer le cap de la note de 7 sur 10, on a complété avec la cycloxidime, donc le produit Stratos, donc une double dime pour arriver à une note d'efficacité de 8 sur 10. Et puis, sur la droite, on a testé autre chose, de mélanger un petit peu les deux molécules, mais à des doses moindres. Et on s'aperçoit que le résultat n'est pas bon et que la dose, notamment de clétodime, doit être à 300 grammes. En tous les cas, dans ces parcelles-là, avec 62 régras par mètre carré en Normandie et puis une pression montante, on doit optimiser la dose de clétodime. Et puis, dans certaines situations, notamment ici, mettre de la cycloxidime pour atteindre des efficacités intéressantes. On remarque que là, on est sur des coûts économiques assez importants et on le verra tout à l'heure, mais dans ces situations, on est un peu en limite de la chimie et on va travailler, en tous les cas, à l'ITB sur des alternatives, notamment mécaniques, pour aider la chimie à avoir des bonnes efficacités contre les graminées. Voilà, donc on a parlé des produits. Il y a également les conditions climatiques qui sont importantes. Là, c'est un essai qui est un peu plus ancien, mais qui est intéressant en Normandie en 2019. Sur la gauche, vous avez une dose de centurion de 0,5 le 30 avril. Alors, complétée également avec de l'huile. Une dose qui paraît aujourd'hui un petit peu basse, mais elle est intéressante puisqu'elle est comparée avec la même dose le 17 mai. Et puis, sur des pressions également importantes de Regra, vous voyez que les conditions climatiques qui sont passées de 14 de 5 la nuit à 14 l'après-midi, et puis le 17 mai, on a augmenté avec des températures qui n'étaient pas en dessous de 7 à 8 degrés. On a eu, comme le montre la photo, des résultats importants. Donc, bien le stade 3 feuilles débutalage, mais également, quand c'est possible, le coupler avec des conditions poussantes pour une bonne efficacité des produits à base de dime. Ensuite, en résumé, l'alchimie, donc un produit à base de clétodime, une double adjuvantation huile végétale sulfate d'ammonium, différents modes d'action. Là, c'est de plus en plus difficile en betterave, mais il y a encore quelques petites fenêtres. Le stade des graminées, 3 feuilles débutalage qu'il faut coupler avec des conditions climatiques favorables, dont des conditions poussantes, et puis ne pas mélanger les graminicides avec les traditionnels produits et traitement contre les dicotylédones. Merci Cédric. Alors, l'ITB est engagé dans la démarche Parsada. De quoi s'agit-il? Alors, le Parsada, donc je vais lire ce que c'est. C'est le plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives
et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures. Il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, le ministère a établi une liste de molécules qui ne seraient pas forcément plus réhomologables en Europe dans les 5 ans. Et au lieu de travailler après une molécule est interdite et on travaille comment s'en passer, ici, l'objectif du PARSADA, c'est de travailler en amont et de chercher des alternatives. Donc, des échanges avec les autres instituts techniques, donc Innov3PT, Arvalis, Terinovia, a conclu que les luttes contre les graminées allaient être difficiles dans l'avenir, sans certaines molécules, mais aussi qu'on était déjà dans le dur parfois dans certaines parcelles. Donc, on a monté des projets de recherche sur cette thématique qui a été nommée la vague 1 du PARSADA, donc projet gramicible porté par Arvalis d'une durée de 3 ans. Donc, l'objectif est bien de lutter dans la culture contre les graminées avec du mécanique, avec de la localisation, avec différentes formes d'alternatives. Et puis le projet Gramicombi d'une durée de 5 ans porté par Terinovia. Et là, c'est la combinaison de leviers qu'on va chercher à chercher complémentaires et à regarder ce que ça donne dans la rotation. Donc sur les slides suivantes, j'ai mis quelques premiers travaux de l'ITB. Ici, c'est le projet Gramicible dans le département de l'Oise. On a d'ailleurs travaillé dans cet essai avec la Chambre d'agriculture de l'Oise. Et l'idée était de trouver, par rapport à l'antigraminé foliaire, un complément avec la RC-Tri. Donc là, on est passé 3 fois avec la RC-Tri, 1 fois le 30 avril, 2 fois le 15 mai. Et sur l'efficacité du désherbage, vous voyez qu'à droite, vous avez l'antigraminé qui est en difficulté, en tous les cas, dans cette parcelle. Et puis, le complément de RC-Tri, on obtient une efficacité bien meilleure. Alors, on a perdu un petit peu de pied. On doit encore regarder comment trouver le meilleur compromis de la RC-Tri sur graminées, le compromis sélectivité-efficacité. Donc, je ne dis pas que c'est un conseil qu'on doit faire dès cette année. Il y a également la bineuse qui obtient des très bons résultats. Mais c'est des travaux qui vont se poursuivre à l'ITB dans les prochaines années, en tous les cas en 2026, pour trouver un complément à la chimie. Et puis, sur la slide d'après, c'est le projet Gramicombi, où là, on a combiné les leviers. Donc, vous allez retrouver sur le graphique une note de satisfaction sur Regra, ici en Normandie, l'AGF, l'antigraminé foliaire, auquel on a, sur le diagramme juste à gauche, ajouté du binage et de la RC-Tri. Et puis, plus sur la gauche, des phosmis, des combinaisons de leviers pour arriver à une note finale supérieure à 7 sur 10 de satisfaction. Donc, j'ai envie de dire, dans l'essai, on y est arrivé. L'idée de le faire sur plusieurs années, c'est de regarder la pression dans leur rotation. Et puis, on sait très bien que le faux semis, on ne peut pas le faire forcément tous les ans. L'objectif n'est pas de décaler non plus la date de semis en betterave. Le binage, c'est pareil, ça va dépendre des conditions climatiques. Donc, regardez les possibilités avec les différents leviers. En tous les cas, c'est tous les travaux qui seront menés à l'ITB ces prochains mois, mais aussi dans les autres instituts techniques, dans les différentes cultures respectives, des grandes cultures, pour trouver des solutions à cette problématique des graminées. Voilà, juste une dernière slide qui résume un petit peu la partie graminée. La lutte agronomique, c'est bien le stock semencier. La lutte chimique avec différents points qui sont importants, mais que j'ai déjà dit. Et puis la lutte mécanique et la combinaison de leviers, des travaux qui seront faits, comme je viens de le montrer juste précédemment, dans le cadre du PARSADA. Alors après cet éclairage graminé, passons aux dicotes. Alors Sylvie, comment bien choisir sa matière active en fonction des dicotes présentes? Alors, tout dépend du spectre déjà. Donc, sur cette diapositive, vous avez les principaux points forts des molécules disponibles en betterave, c'est-à-dire les adventices sur lesquels on peut atteindre un niveau d'efficacité bon à très bon. Il y a un petit code couleur. En bleu, j'ai indiqué les adventices qui sont les plus présentes, celles qu'on a déjà vues auparavant. En orange, j'ai indiqué les adventices qui étaient jusqu'à présent très bien contrôlés par le triflusulfuron
et pour lesquels nous devons avoir une attention particulière dès 2026 et pour les prochaines années, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des évolutions de flore et des problématiques en augmentation. Donc, si je commence par la gauche, le PMP, donc le phenmedifam, lui, qui est un produit de contact, il est assez intéressant, voire très intéressant, dans le contrôle des kénopodes et des renoués niserons. Alors, c'est très schématique tout ça, bien évidemment. Mais l'étofimésate, lui, il va aussi, qui est un produit de contact, il va apporter un bon complément sur les autres renoués. La métamitrone, un produit racinaire, donc qui va compléter en termes de mode d'action, va aider également sur les kénopodes, mais aussi sur matricaire, funtaire, pensée et certaines renouées. On voit que l'association racinaire foliaire permet de compléter, notamment sur kénopodes. Le Vanzar, lui, le Lénacil, il est incontournable sur renoué niseron, mais aussi sur les repousses de colza. Parce que comme on n'a plus le triflux, l'apport du Lénacil sera à valoriser cette année sur les repousses de colza. Et ensuite, donc ça c'est pour le BTGV classique, et ensuite quand on a des problématiques un peu plus particulières, eh ben, on a le coup de Mérac avec ses 2 points forts qui sont l'amimajus et l'étus, donc les ombellifères, avec un effet aussi complémentaire sur mercure et renoué. On a la clomazone qui est aussi très intéressante sur renoué niseron et mercurial, et puis le DMTAP qui peut être intéressant sur des problématiques morelles. Voilà un petit peu l'ensemble des spectres et des points forts de chaque molécule. Donc, comment on met tout ça en programme? Eh bien, c'est la slide d'après où, en fait, l'idée, c'est d'associer un maximum d'herbicides. Ce fameux BTGV, donc là, c'est un programme classique en 4 passages. On voit que ces dernières années, ça fait 2 ans que le programme en 4 passages, c'est le programme le plus généralisé. Il y a une certaine, c'est quand même bien lié aux conditions climatiques et notamment aux conditions sèches qu'on a pu avoir ces 2 dernières années. Les doses que je vous mets, c'est des doses moyennes, c'est-à-dire des doses panel, mais bien évidemment que tout ça, ça s'ajuste en fonction de la problématique qu'on a dans sa parcelle. Donc, l'idée, c'est d'associer les substances actives entre elles en termes de mode de pénétration, de diffusion et de code HRAC et de spectre d'action pour pouvoir avoir un désherbage assez robuste. Je précise juste que forcément, il faut ajouter un adjuvant à chaque passage, que ces doses, je l'ai dit, mais je le répète, sont adaptées au stade des adventices et à la pression. En fait, en betterave, ce qui guide, ce n'est pas le stade de la betterave, c'est le stade des adventices et les cadences de traitement, comme l'a très bien dit Cédric tout à l'heure. Dans la gamme Adama, un BT, il peut être remplacé par un Belvédère duo. Le TG peut être remplacé par du Goltix duo. Un G à 0,5 du Goltix peut être remplacé par du Goltix Silver. Et puis, à cette base BTGV, aux doses que vous voyez ici, on peut ajouter certains partenaires comme le Centium, dont on a parlé tout à l'heure, notamment sur la problématique mercuriale, voire renoué niseron. La prélevée n'est pas mentionnée ici. C'est vrai que sur dicote classique, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ce n'est pas dans les habitudes chez nous. Mais ça peut être intéressant si on a des problématiques très fortes, matricaires ou renouées, ça peut être intéressant de faire un petit peu de Goltix ou de Goltix duo. Mais ça reste un peu à la marge. Je rappelle juste que nous recommandons, donc ce sont des doses, c'est des préconisations, ce n'est pas réglementaire, mais nous recommandons de ne pas dépasser 2800 grammes par hectare et par an de métamitrone et 250 grammes par hectare et par an de Quinmérac. Et si on recommande ces doses, c'est pour aider et pour permettre d'avoir des substances actives encore là demain. Donc c'est purement du stewardship, comme on dit en bon français. Cédric, je te laisse la main sur la partie clomazone. Oui, tout à fait. Donc, juste un petit focus sur la clomazone. On a effectué cette année, en tous les cas en 2025, à l'ITB, comment intégrer la clomazone dans le programme. Donc là, c'est une moyenne de 6 essais ITB où on a testé sur Kémonocode du BTGV, donc plutôt à petite dose. On arrive en moyenne à la note de 7 sur 10, qui est la limite de satisfaction. Dans d'autres modalités, on a augmenté la dose de phenmidifam à 1,5 litre, donc on est passé à 8 sur 10. Et puis, dans la troisième modalité, la troisième en bleu, on a monté la dose de métamitrone à 0,8 litres pour passer un peu plus. On a encore un petit peu augmenté la note de satisfaction. Et puis, dans une autre modalité, on a intégré la clomazone, le C à 0,035
litres par hectare. Et on voit qu'on est à 9 sur 10, c'est la meilleure modalité de l'essai. Et puis, pour un coût qui est moindre, donc la clomazone est très intéressante sur Kenopod et à être intégrée dans le programme. Ensuite, cette fois-ci sur Mercurial, le BTGV, on a également monté la dose de Fenmedis femme à 1,5 litres par hectare. Et puis sur la troisième diagramme, cette fois-ci, l'étofumésate, qu'on est monté à 0,45, on est monté avec une note de 8 sur 10. Et là encore, la clomazone intégrée dans le programme, on est à 9 sur 10. Donc, c'est une molécule intéressante également sur Mercurial pour un coût moindre et intéressant à être utilisé et à intégrer dans le programme de désherbage en 2026. Comment utiliser le programme? Donc ça, c'est une photo du pense-betterave de l'ITB. C'est à partir de la levée complète des betteraves, sur des betteraves poussantes et sur une population homogène. C'est bien ces conditions sur lesquelles on va conseiller le Centium à 0,035 litres par hectare. En sol de craie, pour des questions de sélectivité, on va attendre les 2 feuilles vraies des betteraves. Et puis, les programmes à base de Goldtix Silver ou K0 sont adaptés au Centium à 0,035 litres par hectare. Ma dernière slide, c'est une petite parenthèse, c'est également une technologie en désherbage qui existe depuis quelques années en betterave. C'est la technologie SMART. Dans les situations difficiles avec des betteraves adventices, avec une flore complexe, difficile à désherber, on utilisera des variétés spécifiques qu'on appelle SMART. Et en 2 applications du produit Conviso One à base de thiane, carbazone méthyle et de foram sulfuron, associés avec des partenaires obligatoirement, on arrivera à désherber de façon intéressante ces parcelles. Malgré tout, il y aura un traitement spécifique sur les graminées à effectuer, un traitement spécifique sur les chardons, mais c'est une solution intéressante qui est à réserver dans des situations un petit peu difficiles. Également, les variétés, la Smart, ont des rendements 5 à 7% inférieurs aux témoins traditionnels. Donc, c'est bien une technologie intéressante réservée à ces cas particuliers. Alors, que faire dans le cas de dicotes difficiles? Alors, du coup, on revient sur la partie plus betterave conventionnelle. Et donc, dans les dicotes difficiles, on a voulu faire un focus sur notamment quelque chose, enfin deux mauvaises herbes qui sont les ombellifères Amimajus et Étuse, et qui vont être compliqués à gérer demain avec l'arrêt du triflux sulfuron, le safari, pour ceux qui connaissaient. Donc, vous avez ici 3 types de programmes qui sont basés sur une molécule qui est le Quimerac. Le Quimerac n'existe pas en solo, donc il est toujours associé à de la méthamitron. Et vous avez ici les programmes qui sont classés par, on va dire, type d'efficacité, par efficacité décroissante. Donc, le premier programme, c'est un programme où on met 4 litres de Goldtix Silver en prélevé. Quand toutes les conditions, notamment les conditions météo, sont favorables et quand on peut faire de la prélevée, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur contrôle sur les 2 Amimajus et Étuse. Une fois qu'on a mis 4 litres de Goldtix Silver, on peut ensuite réintervenir en poste avec un BTGV. Par contre, on ne met plus de Quimerac après. La deuxième stratégie, c'est je fractionne quelque part mon Quimerac à la fois en pré et en poste. À ce moment-là, dans cette stratégie, on peut commencer par un autre produit à base de Quimerac que j'ai appelé la REF 1, qu'on peut positionner en pré à 1,6 litre. Et ensuite, derrière, on peut passer 2 fois en poste avec Goldtix Silver, 2 fois 1,1 litre. L'idée étant ici, pareil, de ne pas dépasser les 250 grammes de Quimerac. Cette stratégie, elle peut s'avérer intéressante quand on a des conditions climatiques qui ne sont pas très favorables à la prélevée, donc peut-être pour essayer d'économiser un petit peu la pré et de pouvoir faire à la fois la pré et la poste. Mais ça reste quand même relativement intéressant en termes d'efficacité, puisque le contrôle des ombellifères peut être assuré par cette stratégie. La dernière stratégie, c'est ce que j'ai appelé tout en poste. Là, on peut faire 3 passages de Goldtix Silver à 1,33 litre. Les 2 premiers passages sont les 2 premiers passages clés si on veut contrôler les ombellifères. Et là encore, il faut bien faire attention à ne pas dépasser les 250 grammes de Quimerac par hectare et par an.
L'ajout d'huile, là encore, est indispensable à chaque passage. Si on veut gagner encore en efficacité sur ombellifère, on peut renforcer ce programme avec des produits à base de DMTAP à partir du T2. On peut aussi renforcer avec de la clomazone qui est très efficace sur étude. Donc, on peut également rajouter de la clomazone dans ce programme et ça nous permettra d'avoir un programme robuste sur les deux principales ombellifères betteraves, à savoir l'étuse et la mimajus. Alors, je crois que nous allons pouvoir passer la parole à Alexis. Nous venons d'évoquer les adventices auxquels il faut faire face en 2026, les solutions disponibles pour cette campagne. Et maintenant, place au dernier volet de notre webinaire. Quel est le coût de cette lutte contre les mauvaises herbes en betterave? Alexis. Oui, merci et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et désolé pour les petits soucis techniques. Donc pour commencer, en fait, je vais évoquer un peu l'équation économique à l'échelle de l'exploitation et puis ensuite on fera un focus encore plus spécifique sur la betterave. Donc ce que je vais vous présenter comme information concerne des données comptables. C'est important de vous le préciser. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça correspond à une réalité de terrain des exploitations betteravières. Donc si on passe à la slide suivante, ce que vous voyez ici, ce sont l'évolution des charges variables des exploitations betteravières entre 2017 et 2023. Alors, ça s'arrête à 2023 pour une simple et bonne raison, c'est que les données sont toujours consolidées avec un certain délai. Donc, mais ce sont encore une fois des données comptables. Et là, la situation est assez claire. Vous voyez que, alors qu'on avait une stabilité des charges entre 2007 et 2021. Sur 2022 et 2023, on a littéralement une explosion de ces charges variables. Cette explosion, en premier lieu, et je dirais de manière quasi exclusive, s'explique par la hausse des charges d'engrais. Vous voyez qu'on est passé d'environ 240 € par hectare d'exploitation à plus de 500 € sur l'année 2023. Si on regarde au sein de ces charges variables, je rappelle quand même que lorsqu'on parle du coût de production, on a des charges variables et ensuite on a ce qu'on appelle des charges fixes, ou des charges de structure et des charges de main-d'œuvre. Donc sur cette partie variable, lorsqu'on regarde plus précisément l'évolution des charges de protection des plantes qui nous intéressent aujourd'hui, vous voyez que là aussi, on a une légère augmentation, mais qui est bien moindre que celle que l'on voit sur les engrais. Et pour vous fixer un peu les ordres de grandeur, on est passé d'environ 230 € par hectare d'exploitation, toute culture confondue, à 265 € en 2023. Donc voilà un petit peu je dirais la tendance sur ces dernières années. Ce qui est intéressant par rapport à ces charges de protection des plantes, c'est de regarder les choses en relatif. Et donc, c'est la slide qui suit. Donc là, vous avez le poids relatif des différentes charges variables. Et là, on s'aperçoit que bien que la charge de protection des plantes ait augmenté entre 2017 et 2023, eh bien, en valeur relative, elle a diminué. Et elle a diminué d'un peu moins de 10%. Donc, ça aussi, c'est un élément à avoir en tête. Et quand vous replacez un peu dans un contexte global, eh bien, votre charge de protection des plantes n'a pas nécessairement augmenté. Si on regarde maintenant l'évolution, donc c'est la slide qui va suivre. Si on regarde l'évolution des charges variables spécifiques de la betterave par rapport à la moyenne des exploitations. C'est la slide qui suit. Voilà. Donc, vous le voyez, vous avez sur ce diagramme, d'un côté, les charges spécifiques liées à la betterave et ensuite la valeur moyenne de la ferme. Et tout ça, bien évidemment, pour chaque année de 2017 à 2023. Et là, les choses sont assez claires. Vous voyez que les charges variables betteravières sont supérieures à la moyenne exploitation. Autrement dit, la betterave est gourmande d'un point de vue charge et d'un point de vue trésorerie par rapport à l'ensemble de la valeur moyenne pour votre rotation dans son ensemble.
Ce que l'on observe également, quand on regarde ces données comptables, c'est qu'il y a un petit peu de variabilité entre les régions. Ça s'explique comment? Ça s'explique notamment par des effets de rotation culturelle, puisque en fonction de la région considérée, les rotations ne sont pas les mêmes. Certaines régions, vous allez avoir des cultures qui sont plus ou moins gourmandes, et ça peut expliquer une partie de cette variabilité. Pour continuer, maintenant qu'on a regardé un petit peu ce prisme exploitation, regardons de manière encore plus spécifique sur la betterave à proprement parler, et notamment en essayant de ventiler les charges de protection des plantes entre la partie herbicide, fongicide et insecticide. Donc ça, c'est un travail que l'on mène à la RTB de manière récurrente. Pour cela, on s'appuie sur des fermes de référence. Ces fermes de référence prennent en compte un itinéraire technique type et réaliste, et à partir de ces fermes, eh bien, on est en capacité d'estimer les différents postes, herbicides, fongicides, insecticides et autres, sur la culture betteravière. Donc là, ce que je vous présente comme résultat concerne la récolte 2024-2025. Et ce que vous voyez donc au sein de ces fermes de référence, il y en a 6, c'est qu'on a une protection herbicide qui globalement représente entre 26 et 50% des charges phytosanitaires globales pour la culture de la betterave. Une autre manière de le dire, peut-être pour vous parler un peu plus, c'est de se dire que le coût de la protection herbicide, c'est entre 2 à 6 tonnes de betterave en équivalent. Alors, pourquoi une fourchette? Tout simplement parce que les prix varient. Donc, si on a un prix élevé, on va plutôt être proche des 2 tonnes. Si on a un prix de betterave qui est plus faible, on sera plus proche des 6 tonnes. Mais voilà, pour vous fixer un peu des ordres de grandeur et vous donner des points de référence. Si l'on regarde, c'est la slide qui suit, voilà, l'évolution des charges de protection des betteraves, vous voyez qu'on a, et c'est un point important, une protection fongicide qui a été assez coûteuse sur la récolte 2024-2025. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu un risque fongique qui a été accru lors de cette campagne, notamment une pression cercosporiose qui a été forte. Et donc, ça explique pourquoi sur cette campagne de récolte, vous avez une protection fongicide qui a été importante. Si on s'intéresse, là aussi pour vous donner des ordres de grandeur, aux valeurs moyennes sur les campagnes récentes, vous voyez qu'en valeur moyenne, on est sur une protection fongique qui a représenté 160 €, une protection herbicide à 140 € et environ 90 € pour la protection insecticide. L'autre point important que je voulais évoquer avec vous, et j'en aurai fini, c'est la slide qui suit, c'est sur finalement le repositionnement de ces charges en fonction des autres cultures présentes dans nos fermes de référence. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a 2 cultures qui ressortent très clairement, la pomme de terre et la betterave. Ces 2 cultures ressortent parce qu'elles nécessitent une protection phytosanitaire qui coûte relativement cher, mais ça c'est un point, je pense, important aussi pour vous à avoir en tête, c'est que ce sont des cultures qui généralement offrent un chiffre d'affaires structurellement plus élevé qu'un très grand nombre des autres cultures. Donc de ce point de vue-là, toujours bien raisonner, et je sais que la majorité des agriculteurs, c'est un peu leur logiciel, raisonner en marge et non pas uniquement sur le coût intrinsèque de votre protection. Dès lors que vous protégez finalement votre rendement, mettre un peu le prix pour sa protection herbicide, ça peut être un choix économique très judicieux. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière un peu rapide sur ces éléments économiques. Merci Alexis. Alors, chers auditeurs, nous avons partagé des repères et des solutions pour le désherbage des betteraves, mais
Bien évidemment, rien ne remplace les situations de terrain. Donc c'est le moment, si vous avez des questions, des cas précis, des doutes à nous soumettre, n'hésitez pas. Comme je vous l'indiquais en début de webinaire, vous pouvez déposer vos questions. Il y en a déjà un certain nombre, mais dans le petit onglet questions à côté de l'onglet chat. Et nos intervenants sont là pour vous répondre. Alors, vous êtes très nombreux, il y a sans doute de nombreuses questions. Si on n'a pas le temps de répondre à chacun d'entre vous, nous le ferons par la suite. Pas d'inquiétude. Alors, au niveau des questions, Jean nous demande à quel stade de croissance de la betterave était indiqué le dosage de colmazone. Alors, j'ai noté que c'était par rapport à la slide, c'était la présentation de Cédric, l'intérêt de la clomazone sur mercurial. Oui, Donc tout visiblement, à fait. Jean demande à quel stade de la betterave, hein, clomazone, Oui, ouais. tout à fait. Les stades de betterave, c'est à partir de la levée complète, donc cotylédon étalé pour la majorité des surfaces, sauf en sol de craie où on attendra pour des questions de sélectivité de feuilles vraies. Donc, c'est bien à la dose de 0,035 litres par hectare et dans des conditions quand même spécifiques, notamment pour des questions de sélectivité, des betteraves homogènes et poussantes. Et dans ces conditions-là, le traitement à base de clomazone, la clomazone peut être intégrée au programme classique. Alors, toujours une question de Jean euh, qui nous précise qu'il faut faire attention aux matricaires résistantes aux ALS dans le Nord avec la technologie SMART. Oui, tout à fait. Je n'ai pas évoqué le détail de toute la technologie SMART, mais en effet, si des résistances aux ALS sont constatées dans la parcelle, la technologie est à éviter et il faudra revenir avec une technologie traditionnelle à base de BTGV, comme l'a expliqué Sylvie tout à l'heure, avec une variété de modes d'action pour éviter d'avoir des plantes, et dans tous les cas des adventices résistantes à un seul mode d'action qui est ALS et qui est fortement, j'ai envie de dire, cru dans les rotations aujourd'hui. Quel est l'apport du sulfate d'ammonium, Actimum, dans un programme antigraminé? C'est une question de Théo. Le sulfate d'ammonium, il va apporter un complément à l'actirobe, à l'huile végétale, pour améliorer l'efficacité de la clitodime qu'on a vu tout à l'heure. Donc, nous, dans nos essais, on met 2 litres d'actirobe, 1 litre d'actimum, et ce sont une double adjuvantation qui vont permettre d'optimiser, on va dire, l'efficacité du traitement contre les raies gravulpares. Alors, Par Anne, contre, de son côté, c'est se très. Pardon, demande… Marianne, Oui, pardon, Sylvie, par contre, les vas-y. traitements antigraminés sont bien à faire indépendamment des traitements antidicotes. Je précise quand même. Voilà. Il faut attendre entre les deux, entre le traitement BTGV et le traitement clétodime sulfate d'amo actirobe. Alors, une question d'Anne qui s'interroge sur quelle solution dispose-t-on contre la vulpie? Eh bien, moi, je ne sais pas. Cédric, tu as une idée? C'est une colle. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas répondre. La vulpie, traditionnellement, c'est plutôt dans le sud. Alors, c'est vrai qu'elle a tendance à remonter. Je ne sais pas où est Anne, mais elle est peut-être dans le centre de la France. Et pour l'instant, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas vraiment observé dans les betteraves. Non. Mais c'est certainement quelque chose qui va arriver. Alors, est-ce que la double adjuvantation avec les DIM est nécessaire pour la lutte contre les graminées, Sylvie, Cédric? La double adjuvantation, oui, en tout cas, on l'a un petit peu répondu dans la question d'avance. La double adjuvantation va permettre d'optimiser l'efficacité. Et donc, en tous les cas, sur graminées, il est nécessaire de faire du sulfate d'ammonium et de l'huile végétale. En tous les cas, par rapport aux pratiques habituelles dans vos parcelles et de l'agriculteur les autres années, si vous arrivez à maîtriser les raies gras, les vulpins, dans des bonnes conditions avec uniquement de l'huile végétale, tout va bien. Mais c'est vrai que dès qu'on va voir une pression montante, la double adjuvantation, on va dire, à moindre coût, permet d'optimiser l'efficacité du traitement, notamment si on a des conditions qui ne sont pas parfaites.
Sylvie, tu as partage. peut-être quelque chose à rajouter ou... Ouais, et je dirais juste aussi qu'effectivement, peut-être qu'il faut plus aller voir dans la rotation comment mieux contrôler ces graminées. Et en betterave, peut-être que sur certaines zones vulpin un peu fortes, faire des programmes avec du Gold-X Bio, 3 litres en pré, plutôt que de faire des doubles dîmes en poste, qui parfois sont un peu en limite, malheureusement, d'efficacité pour des problèmes de résistance. Donc on cherche à gagner en efficacité, comme l'a dit Cédric, avec des doubles adjuventations. Le double dîme, pour moi, n'est pas forcément tout le temps justifié. Alors justement, on parle de double dîme. Est-ce que l'association de 2 dîmes est un passage obligé dans la lutte contre les graminées? Non, ce n'est pas du tout obligatoire. Ça va concerner uniquement les parcelles avec une pression montante, beaucoup de résistance. Et là, on va arriver dans ces parcelles à avoir des traitements efficaces et satisfaisants. On constate qu'au cours du temps, dans certaines parcelles, ça devient obligé de le faire. Donc, on a pris l'exemple de la Normandie où on a 50, 100, parfois 150 régras par mètre carré. Et dans ces conditions bien spécifiques, la chimie est un peu aux limites et on rajoute une double dîme pour permettre d'avoir des traitements intéressants. J'ai envie de dire, c'est également dans ces parcelles-là qu'on est obligé de faire du mécanique pour lutter contre les graminées, mais on n'est pas obligé de faire de la double dîme partout en France, en tous les cas aujourd'hui. Alors, encore une question de Théo, et puis après, je crois qu'on leur tourne. Avez-vous des premiers résultats sur la future homologation du Rinskor? Je ne sais pas s'il s'agit d'un produit Alors, Adama. c'est une matière active. En tous les cas, c'est le nom commercial d'une matière active qui est attendue dans les prochains mois. Et donc, on n'a pas d'informations supplémentaires. On espère qu'elle arrivera pour des utilisations betteraves en 2027. Mais tant qu'on n'a pas la validation des autorités, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Allez, une dernière question et puis on arrêtera là. À partir de quel stade de la betterave peut-on utiliser de la clomazone contre les dicotes avec Vanzar? Oui, alors je n'ai peut-être pas insisté là-dessus tout à l'heure. La clomazone, on en a vu, on peut l'utiliser à partir de la levée complète des betteraves ou de feuilles en sol de craie. Donc, si on utilise la clomazone, on va enlever le Vanzar, puisque pour des questions de sélectivité. Et à partir de 4 feuilles des betteraves, on pourra revenir avec l'association clomazone-Vanzar, si c'est nécessaire dans la parcelle appropriée, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous 3. Chers auditeurs, nous arrivons au terme de cet échange. Merci à nouveau d'avoir été des nôtres. Bien sûr, voilà, nous intervenons aussi pour nous avoir éclairés sur les stratégies pour réussir son désherbage betterave en 2026. N'oubliez pas, le replay du webinaire sera disponible très rapidement sur le site Ternet et d'Adama. Et d'ailleurs, vous recevrez un mail avec le lien pour accéder à ce replay et puis les réponses à vos questions, enfin celles qui ont été posées. Merci à nouveau, chers auditeurs. On vous souhaite une belle campagne et surtout une météo qui soit un petit peu plus sèche pour vous permettre d'intervenir dans vos parcelles à nouveau. Très bel après-midi à vous. Au revoir à tous.